De Facebook à X en passant par Instagram, pour ne citer que, le fact-checking est-il mort? Que signifie la fin de la vérification des faits sur les réseaux sociaux? Et pourquoi les spécialistes de la lutte contre la désinformation sont-ils inquiets? On en parle avec Vincent Couronne. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes le fondateur des Surligneurs. C'est un média français spécialisé dans le fact-checking juridique, anglicisme. On dira plutôt ce soir vérification des faits. Vous fournissez notamment vos services à nos confrères de l'AFP, l'agence France Presse. Alors d'abord, vérification des faits juridiques. Allez, fact-checking juridique, c'est quoi? On n'entend pas souvent cette association de mots. Oui, surtout pour les juristes, c'est souvent une contradiction de parler de vérification des faits juridiques. Soit il y a du fait, soit il y a du droit. Nous, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on vérifie notamment les propos des personnalités politiques et on dit si, juridiquement, ce qu'elles disent, est-ce que c'est vrai, c'est faux? C'est rarement vrai ou complètement faux. C'est souvent un petit peu à nuancer, plus problématique. On vérifie aussi les promesses des candidats aux différentes élections. Et on vérifie si, juridiquement, leurs promesses tiennent la route. Est-ce qu'elles sont tenables? Est-ce que, par exemple, quand le Rassemblement national propose de faire un référendum sur l'immigration, est-ce que c'est faisable selon la Constitution, ou un référendum sur les retraites, comme le proposent certains membres de la majorité? Voilà, nous, on vérifie ces choses-là avec des experts. On fait ça avec des spécialistes, des chercheurs en droit de l'université qui s'assurent de la rigueur du travail et du raisonnement. Alors, vous avez cité quelques exemples. En voici un autre, l'affaire Doualem, qui a fait grand bruit en France et pas seulement, et des deux côtés de la Méditerranée. Et pour cause, il s'agit d'un influenceur algérien. Bruno Retailleau a accusé l'Algérie d'avoir empêché l'expulsion d'un influenceur, je cite, au mépris du droit international. Qu'en est-il? En réalité, c'est pas tant l'Algérie qui a refusé d'accueillir l'influenceur que la France elle-même qui a une loi qui lui interdisait d'expulser cet influenceur en urgence. Et c'est une loi que la justice a appliquée en annulant son OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français, en application d'une loi votée et même promue par ce même Bruno Retailleau. Ça, vous l'avez vraiment découvert en travaillant sur cette question, c'est l'ironie du sort. Exactement, on a des vidéos de Retailleau qui fait la promotion de cette loi et qui la vote lorsqu'il était président des Républicains au Sénat. Alors une autre question d'actualité mais plus internationale, est-ce vrai que si jamais la guerre était déclarée, chaque Français de 25 à 60 ans devrait obligatoirement rejoindre l'armée? D'ailleurs, d'où est partie cette affirmation? En fait, c'est une affirmation qu'on voit circuler un peu partout sur les réseaux sociaux, qui est pas mal poussée notamment par certains réseaux russes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, mais aussi sur Twitter ou encore sur TikTok. Et c'est une information en fait qu'on a vérifiée et qui est fausse. Voilà. Emmanuel Macron, lui, a parlé effectivement d'une fausse information, d'une fake news. Alors, les gens américains du web, on le sait, pour la grande majorité, se sont ralliés, entre guillemets, à Donald Trump. Le dernier en date, sans doute, et de manière la plus spectaculaire, c'est Mark Zuckerberg, qui était plutôt, on va dire, côté démocrate. Et il a annoncé, il y a quelques semaines, donc, la fin de ce qu'on appelle le fact-checking. Très concrètement, quelle est la portée, selon vous, de cette annonce? C'est une annonce absolument majeure dans le paysage informationnel, pas simplement américain, mais mondial, puisque jusque-là, Meta, donc Mark Zuckerberg, avait des partenariats, il a toujours, mais ils vont probablement se terminer bientôt, avec une centaine de médias dans le monde qui aidaient en fait Meta à vérifier la désinformation sur Facebook et sur Instagram. Et à chaque fois qu'il y avait la désinformation, il y a un petit tag en bas du post sur Facebook ou sur Insta disant attention, allez vérifier cet article parce qu'il vous dit que c'est potentiellement de la désinformation. Ça va être terminé dès le mois prochain aux États-Unis et peut-être dans le reste du monde dès l'année prochaine, remplacé non pas par la vérification faite par des journalistes professionnels, mais par des utilisateurs lambda. C'est ça, Mark Zuckerberg dit nous allons faire comme sur X, par exemple. Parfois, quand il y a une déclaration d'un dirigeant, en dessous, on voit attention, cela a été dit il y a 2 ans. C'est pas la même chose? C'est pas la même chose. En fait, il veut mettre en place quelque chose qui est comme ce qu'il y a aujourd'hui sur X, l'ancien Twitter, mais avec des adaptations, des modifications. En réalité, quand ils font ça, et on le voit déjà sur Twitter aujourd'hui avec Elon Musk, sur X avec Elon Musk, c'est que quand on met en place ce genre de système, derrière les algorithmes de recommandation peuvent mettre en avant certaines notes de communauté ou certaines vérifications plutôt que d'autres. En réalité, il n'y a pas une vérification par des journalistes professionnels, mais bien par des utilisateurs qui, eux, en fait, sont pris un petit peu dans le filet des algorithmes de recommandation, qui vont plutôt mettre en avant certaines des informations et mettre en avant d'autres vérifications
expression en fonction de quoi? Eh bien, des priorités économiques d'Elon Musk, typiquement sur X, ou de Zuckerberg sur Facebook ou Instagram. Eux se défendent en disant c'est au nom de la liberté d'expression. On sait combien cela tient à cœur et c'est dans la Constitution, le premier amendement, je crois, de la Constitution des États-Unis. Oui, mais ça, en fait, c'est une fausse excuse. On a très bien vu Elon Musk, par exemple, être épinglé par une de ses notes de communauté sur son réseau social X, épinglé par ses propres utilisateurs, et pas content d'avoir été épinglé, il a immédiatement réagi en disant qu'il allait modifier l'algorithme pour éviter que ça se reproduise à l'avenir. Donc, en fait, voilà, c'est la liberté d'expression quand ça les arrange et quand ça arrange leurs affaires. Alors, vous avez parlé d'algorithmes. Il y a une initiative très intéressante. Je précise que vous travaillez notamment avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et une entreprise de la tech à Beyrouth, au Liban, qui s'appelle Siren. Et c'est un hasard, mais ça ne s'invente pas. Nous sommes allés à leur rencontre pour tourner un reportage. C'est notre correspondant Wissam Sharaf qui a eu le plaisir de s'y atteler. En voici une séquence. Dans le centre-ville de Beyrouth, au siège de Siren Analytics. Cette entreprise libanaise emploie dans ses locaux une centaine d'ingénieurs, chercheurs et conseillers. Ici, on développe la transformation numérique dans le public et le privé. L'un des projets phares s'appelle Dalil. Lancée en 2022, cette plateforme de veille et d'analyse des médias repose sur l'intelligence artificielle. Un outil qui constitue un gain de temps précieux au service de la lutte contre la désinformation. À l'avance, ce chatbot est nourri sur le corpus juridique du droit international humanitaire. Si on prend cet exemple d'une déclaration d'un sénateur américain d'il y a quelques mois, comme quoi la Cour pénale internationale n'était pas qualifiée pour émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou dans le cadre du conflit à Gaza. Il suffit d'insérer la déclaration sur le chatbot et le chatbot va automatiquement me donner la conclusion comme quoi non, la Cour pénale internationale est bien qualifiée pour émettre ce mandat d'arrêt et me donner également automatiquement des références sur lesquelles le chatbot s'est basé pour faire cette conclusion. Voilà, un mot sur cette collaboration, Vincent Couronne? Oui, c'est une collaboration qu'on a démarrée il y a un peu plus d'un an maintenant avec Siren à Beyrouth et qui fonctionne très bien parce qu'en fait, on a aidé Siren, donc, qui est une entreprise de la tech et qui a monté cet outil de vérification des faits en ligne avec un certain degré d'automatisation. On les a aidés en fait à intégrer plus de 6000 textes juridiques de droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit qui régit les conflits armés dans le monde. Comme la Convention de Genève, par exemple. Par exemple, exactement. Et donc de pouvoir nourrir en fait leur intelligence artificielle pour qu'elle puisse donner une réponse sur, par exemple, est-ce que on peut viser des journalistes typiquement à Gaza sous prétexte qu'ils seraient des militants du Hamas, ou est-ce qu'ils sont protégés au contraire par le droit international. Et donc ça permet en fait cet outil-là de pouvoir permettre à des organisations de la société civile, mais aussi des journalistes en fait de pouvoir eux-mêmes détecter la désinformation qui circule dans les zones de conflit. Et aujourd'hui en fait il y a la question du Liban et du Proche-Orient, mais en réalité demain c'est aussi la francophonie, il y a aussi la Moldavie, la Roumanie, la Géorgie qui sont des pays qui sont aussi en fait très proches géographiquement de conflits, notamment du conflit ukrainien. Alors j'aimerais qu'on revienne quand même après cette collaboration que vous menez avec l'OIF et cette entreprise sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit aux États-Unis et partout dans le monde. Pourtant la Commission européenne sur le site officiel, voilà ce qu'on peut lire, la vérification des faits est un pilier essentiel de l'approche de l'Union européenne en matière de lutte contre la désinformation. L'Europe pourra-t-elle tenir? On sait qu'elle a une politique diamétralement opposée, qu'elle contrôle plus, qu'elle est d'ailleurs accusée de censurer par celles et ceux dont on a parlé tout à l'heure. Comment ça va se passer concrètement, aujourd'hui en France aussi? En fait, bien heureux celui qui peut savoir ce qui va se passer, parce qu'en réalité, il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe a tout l'arsenal législatif pour réagir et répliquer face aux attaques de Zuckerberg, de Elon Musk, notamment en matière d'ingérence étrangère. On a vu comment Elon Musk s'est immiscé dans les élections en Allemagne récemment. Mais simplement, jusque-là, elle ne l'utilise pas encore à sa pleine puissance, peut-être étant intimidée par Donald Trump et par Elon Musk, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a tous les outils pour pouvoir contre-attaquer. On attend qu'elle le fasse. Elle a déjà ouvert des enquêtes à l'encontre de Facebook, à l'encontre de TikTok ou à l'encontre de X aussi, pour justement diffusion de désinformation. Et ce qu'elle peut faire, ça n'est pas interdire à ces plateformes de diffuser la désinformation, puisque la désinformation, ça n'est pas illégal. Et c'est plutôt une bonne chose. La liberté d'expression nous autorise à diffuser de la désinformation. En revanche, ce qui est illégal en Europe désormais, c'est d'avoir des plateformes qui vont pousser
par leurs algorithmes de recommandation, spécifiquement des contenus toxiques pour la démocratie. Sans modération. Sans modération, voilà. Il y a aussi une question, alors je parle sous votre contrôle, vous savez que ça fait grand bruit, hein. D'ailleurs la Cour suprême des États-Unis a débouté Donald Trump s'agissant de la question du financement des organisations internationales, c'est la fameuse agence fédérale USAID. Certains disent que c'est un programme qui bénéficiait aussi à la lutte contre la désinformation. Est-ce que c'est un secteur qui va en pâtir si ça venait à être pérennisé, cette suspension d'aide? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs médias dans le monde qui bénéficiaient des aides de USAID, y compris en Europe, notamment en Europe de l'Est ou en Europe centrale, beaucoup en Afrique, etc. Et donc qui n'ont plus ces fonds-là aujourd'hui pour fonctionner. Et donc les conséquences sont pour ces médias-là évidemment dramatiques, puisque certains médias vont être obligés de fermer, mettre la clé sous la porte, d'autres vont réduire de manière drastique leur activité, notamment en matière de lutte contre la désinformation. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Vincent Couronne. Donc, je rappelle votre site d'information. On peut y aller, bien entendu, librement, gratuitement. Tout est accessible? Presque. Il y a un abonnement. Voilà, bon, c'était bien. Il y a un abonnement quand même. Surligneur, merci beaucoup. Et le travail, tout travail mérite salaire. Merci d'être venu sur notre plateau.